Bonjour à tous, bienvenue sur Éducation Finance pour une nouvelle vidéo d'actualité des marchés où on va aujourd'hui parler de 5 sujets. D'abord une nouveauté avec une assurance vie à seulement 0,39% de frais par an lancée par Louvainvest, c'est tout simplement l'assurance vie la moins chère du marché. On va également parler du plan d'épargne enfant lancé chez Trade Republic, on va parler d'un ETF Monde avec un effet de levier x2 éligible au PEA français. Ensuite, du Great Debasement, comme on l'appelle en anglais, on va se demander si c'est une hausse du prix de l'or ou plutôt une baisse de la valeur des monnaies. Et enfin, on terminera en parlant du value investing et je vais me poser la question de manière un petit peu ironique, mais comment font-ils pour être aussi forts ? Les 3 premiers sujets sont dédiés aux résidents fiscaux français, donc si vous n'êtes pas résident fiscal français, vous pouvez passer ces sujets, je vous mets l'information dans la barre de temps de la vidéo. C'est parti. Louvainvest, qui est spécialisé dans les SCPI, lance un nouveau service avec une assurance vie la moins chère du marché à 0,39% de frais et même à 0,35% de frais pour ceux qui seraient les premiers dans la liste d'attente qui a été lancée par Louvainvest. On va un petit peu se poser la question de savoir est-ce que ça change vraiment quelque chose. Fondamentalement, j'adore Louvainvest pour les services qu'ils apportent en termes de SCPI et aussi pour l'offre d'assurance vie la moins chère du marché. C'est indéniablement un progrès, mais on va quand même prendre un petit peu de recul pour se demander si vraiment ça change fondamentalement quelque chose. Parce qu'en réalité, il faut d'abord se demander, est-ce que vous avez besoin d'une assurance vie ? Est-ce que dans votre cas, l'assurance vie a un intérêt qui justifie de payer ses frais, aussi faibles soient-ils ? D'accord ? Si l'assurance vie a du sens pour vous, eh bien sûr que l'assurance vie la moins chère, si elle vous propose une gamme d'actifs financiers suffisamment large qui correspond à vos besoins, évidemment que c'est une option très intéressante et que les frais sont un déterminant fondamental pour choisir votre assurance vie. Donc, gros progrès avec une assurance vie à seulement 0,39% de frais. Néanmoins, vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'assurance vie et j'avais relativisé les avantages de l'assurance vie. Pour rappel, il y a 2 grands avantages à ouvrir une assurance vie. Il y a un avantage de votre vivant, c'est que lorsque vous faites des retraits de plus-value que vous avez réalisés sur vos placements au sein de l'enveloppe d'assurance vie, eh bien vous avez un avantage fiscal sur ces retraits par rapport à ce que vous auriez par exemple en termes de taxation sur un compte titre ordinaire. Et puis vous avez un avantage successoral, c'est le jour où vous décédez, eh bien, il y a des conditions favorables de transmission du contenu de l'assurance vie aux personnes que vous avez désignées au sein du contrat. Donc vous avez un avantage du vivant et un avantage à votre décès. J'avais expliqué que l'avantage du vivant sur les retraits, il est inexistant parce qu'il est complètement mangé par les frais de l'assurance vie. Et donc ici, on a des frais inférieurs, mais malgré tout, à mon avis, on doit être plus ou moins à l'équilibre entre un CTO bien choisi et une assurance vie avec des frais aussi faibles. Restent les avantages au niveau du décès. J'en avais moins parlé dans les vidéos précédentes, on va un petit peu en parler maintenant. Même si je ne suis pas fiscaliste ni notaire ou spécialisé dans les sujets de transmission en France, on va quand même avoir quelques réflexions qui me paraissent intéressantes. Prenons un exemple, vous avez 40 000 euros d'investis. Le jour de votre décès, ces 40 000 euros sont devenus 100 000 euros et donc vous réalisez une plus-value de 60 000 euros. Et on va s'imaginer que ce sont, comme j'adore ça, des ETF capitalisants qui sont détenus soit sur assurance vie, soit sur compte titre ordinaire. Les 40 000 euros que vous avez mis sont devenus 100 000. Vous décédez, qu'est-ce qui se passe entre l'assurance vie et le compte titre ordinaire ? Parce qu'on vous dira souvent que le compte titre ordinaire, il bénéficie d'aucun avantage fiscal de votre vivant, ni à votre décès en termes de succession. Et en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Dans une assurance vie, votre plus-value de 60 000 euros sur vos ETF, avant d'être transmise aux bénéficiaires, elle va être taxée à 17,20 de prélèvements sociaux. Et donc, c'est le solde, 89 680 euros, qui va être transmis aux personnes désignées dans l'assurance vie, exemptées de droits de succession. Mais donc, ce ne sont pas les 100 000 euros. Il y a eu une taxation de 17,20 sur la plus-value réalisée, avant la transmission aux personnes que vous avez désignées. Donc il y a une taxation au moment de votre décès dans un contrat d'assurance vie. Alors que sur un compte titre ordinaire, votre plus-value de 60 000 euros, elle est purgée. C'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte, il n'y a pas de taxation
Par contre, les 100 000 euros vont être transmis à vos héritiers en subissant des droits de succession qui sont plus ou moins élevés en fonction d'à qui vous transmettez. Est-ce que c'est transmis à vos enfants, à votre conjoint, à un voisin, à un neveu? Ce n'est pas du tout les mêmes taux de taxation qui s'appliquent. Donc en fait, on comprend qu'il y a un avantage et un inconvénient dans les deux cas. Dans l'assurance vie, il y a une taxation avant transmission, et dans le compte titre ordinaire, il n'y a pas de taxation, mais ensuite il y a des droits de succession. Donc en fait, c'est un calcul qui doit se faire. Qu'est-ce qui est plus avantageux en fonction d'à qui vous transmettez et de l'ampleur des plus-values qui ont été réalisées. Je rappelle aussi que le conjoint ou le partenaire de Pacs ne paye jamais de droits de succession en cas de décès et que les enfants bénéficient chacun de 100 000 euros exemptés de droits de succession. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut analyser au cas par cas. Est-ce que vous avez beaucoup d'enfants ou pas? Et est-ce que vous avez un patrimoine qui est plus ou moins grand? Parce que si votre patrimoine est relativement limité et que vous avez 3 enfants par exemple, eh bien en fait, sur un compte titre ordinaire, ils pourraient ne payer aucun droit de succession simplement parce qu'ils ont 100 000 euros chacun d'exemptés. Donc voilà, ce que je voulais transmettre à ce niveau-ci, c'est que l'offre de Louvainvest, c'est top, c'est un progrès sur le marché de l'assurance vie où vraiment le niveau des frais est le défaut numéro 1 de l'assurance vie. Mais malgré tout, ça ne vous décharge pas de l'obligation de vous demander est-ce que j'ai vraiment besoin d'une assurance vie, pour y mettre quoi et dans quelle proportion. Deuxième sujet que je voulais voir avec vous, Trade Republic a lancé un compte épargne enfant, ou plutôt un plan d'épargne enfant qui vous permet à vous d'ouvrir ce compte, de l'alimenter et de plutôt que de laisser l'argent traîner sur un compte d'épargne pendant 15, 20, 25 ans, et bien en fait d'investir cet argent pour vos enfants à leur nom, dans des actifs financiers, typiquement dans des ETF par exemple. Donc c'est évidemment un progrès, parce que c'est vrai que c'est un défaut, c'est qu'on avait tendance à placer de l'argent bêtement en liquide sur un compte d'épargne sur les 10, 15, 20, 25 ans, entre le moment où vous les placez et où vos enfants vont les retirer. Eh bien ici, on a l'occasion de le placer sur une classe d'actifs plus performante à long terme, et comme on a du temps devant nous, c'est nickel. Par contre, à mon sens, cette solution, même si c'est un progrès dans la philosophie, elle est sous-performante, par exemple, par rapport à l'ouverture d'un compte titre ordinaire à votre nom, dont vous ferez donation à votre enfant quand vous le désirez. Donc vous gardez le contrôle, vous pouvez donner à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Vous savez aussi exactement ce que vous mettez dessus. Et l'avantage, c'est ce qu'on vient de voir juste avant dans l'exemple avec l'assurance vie, c'est que sur votre compte titre ordinaire, si vous avez réalisé une plus-value et que vous en faites donation de votre vivant à votre enfant, les plus-values sur le compte titre ordinaire sont purgées. Elles ne sont pas du tout taxées. Et autre aspect, c'est que comme vos enfants ont droit à recevoir jusqu'à 100 000 euros exemptés de droits de donation et de succession tous les 15 ans, eh bien en fait, si vous le faites relativement jeune, en réalité, vous allez pouvoir transmettre ou donner plutôt ce compte titre ordinaire qui aura été absolument pas taxé au niveau de la plus-value, vous allez pouvoir le transmettre sans aucun droit de donation également. Donc en fait, c'est fiscalement plus efficace que le compte, le plan d'épargne de Trade Republic, où en fait c'est au nom de votre enfant qui, le jour de ses 25 ans, disons, va vouloir vendre les actifs pour, par exemple, investir dans un appartement, mais en vendant ses actifs à son nom, il réalise une plus-value taxable sur son compte titre, et donc, eh bien, il va perdre la flat tax sur la plus-value, ce qui peut être non négligeable sur un investissement qui a duré 15 ou 20 ans. Donc, c'est positif sur la philosophie, par contre, d'un point de vue pratique, à mon sens, c'est sous-optimal. Autre nouveauté, un ETF Monde x2 éligible au PEA. Ce qui m'interpelle ici, c'est l'engouement des investisseurs particuliers pour ce type de sujet, puisque on le voit par exemple sur la chaîne YouTube de Mathieu Louvet, c'est la vidéo qui a été la plus regardée parmi toutes les dernières vidéos de la chaîne en question. Et c'est plutôt un mauvais signe, parce que il faut rappeler quand même une chose, c'est que l'ETF Monde, c'est un ETF d'actions, diversifié certes, mais d'actions. Et les actions, c'est quand même une des classes d'actifs les plus volatiles du marché. Donc aller mettre un effet de levier sur l'ETF Monde, c'est quelque chose qui est vraiment risqué, et c'est quelque chose qui doit se faire en connaissance de cause. Donc avoir un tel engouement pour ce sujet, ça veut dire, à mon sens, un excès de confiance par rapport à l'ETF Monde, l'espèce de croyance que ça ne peut faire que monter,
ou que si ça baisse, ça remonte tout de suite après. Et qu'en réalité, il y a moyen de faire de l'argent rapidement et facilement. Il suffit de se mettre sur un ETF Monde avec un effet de levier. Ce n'est pas le cas. C'est un actif qui est risqué. C'est un actif qui est un peu plus complexe que ce qu'il pourrait y paraître. C'est d'ailleurs expliqué dans la vidéo. Et en réalité, il y a toujours des frais liés aux effets de levier. Donc en fait, un effet de levier, ça ne tombe pas du ciel. Si on vous le propose, ça coûte quelque chose. Donc si on met tous les ingrédients dans le mixeur et qu'on regarde ce qui en ressort, à mon avis, on a un rapport risque-rendement qui n'est pas si favorable que ça. Et de toute façon, ça augmente significativement le niveau de risque. Donc soyez prudent avec ce genre de placement. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle en anglais de Great Debasement et de l'évolution du prix de l'or. Bloomberg en parlait dans un article récent et je trouvais ça en fait très pertinent. C'est un sujet qui nous concerne tous. On va en fait se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière la récente forte hausse du prix de l'or. On voit que le prix de l'or et le prix de l'argent aussi d'ailleurs a très fortement augmenté depuis 2022. On est dans une vague de hausse que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo dédiée au prix de l'or. Et en fait, il y a différentes raisons. On voit par exemple que les réserves des banques centrales à travers le monde sont de plus en plus constituées d'or et de moins en moins de dollars. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a les banques centrales qui se dédollarisent, elles vendent du dollar pour acheter de l'or. Et donc, elles placent leurs réserves plutôt dans de l'or que dans des actifs libellés en dollars. Alors, c'est quoi de Great Debasement ? C'est essentiellement un pari sur l'érosion progressive de la valeur de la dette souveraine, c'est-à-dire des obligations d'État, et des devises dans lesquelles elle est libellée. L'euro, le dollar américain, le yen japonais, etc. Les gouvernements du monde entier refusant de s'attaquer à leur endettement massif, voire l'alourdissant. C'est ce qu'on voit par exemple ici avec le déficit de l'État français, qui est négatif depuis au moins 35 ans. Donc en fait, on a des déficits d'État année après année, il faut bien les financer, et à chaque fois on emprunte. Et on emprunte dans notre monnaie, en l'occurrence actuellement l'euro. Et donc quelque part, avec notamment le vieillissement de la population, on a le droit de se demander, tiens, s'il suffit de créer de l'argent pour emprunter et financer nos déficits, est-ce que quelque part ça ne nous fait pas perdre confiance dans la valeur des monnaies traditionnelles, comme l'euro, le dollar et autres par exemple. Et ça peut être une raison sous-jacente à la forte hausse du prix de l'or. Autre raison intéressante, c'est que les tensions internationales font fuir les gros investisseurs des dettes d'État par peur que leur remboursement soit gelé. Et ça favorise le prix de l'or et de l'argent. Je vous ai ici remis une analyse de Ray Dalio sur le sujet. Par exemple, on peut se demander si les États-Unis qui ont gelé les paiements de la dette libellée en dollars envers le Japon avant la Seconde Guerre mondiale et ont fait de même avec les actifs russes après le début de la guerre en Ukraine, pourraient faire de même avec les actifs d'autres pays ennemis. Si vous avez étudié les grands conflits de l'histoire, vous savez que de telles mesures étaient courantes plutôt qu'exceptionnelles lors de conflits majeurs. Donc en réalité, ce que font les gens, c'est qu'ils se détournent un petit peu des dettes d'État, ils perdent de la confiance parce qu'ils se disent, tiens, si moi un jour je suis dans un pays qui est en conflit, par exemple avec les États-Unis d'Amérique, et qu'en fait on arrête de me payer les intérêts sur les bons d'État américains que je détiens et qu'on refuse de me les rembourser, en fait j'ai un actif qui vaut plus rien. Donc est-ce que je ne suis pas mieux de stocker mes réserves, ne fût-ce que partiellement, dans d'autres actifs, de l'or, de l'argent, du bitcoin, etc. Et c'est ce qu'on appelle de great debasement, c'est-à-dire en fait une augmentation de la méfiance envers les monnaies traditionnelles en faveur de monnaies alternatives ou d'actifs alternatifs. C'est un sujet dont je parle en fait depuis des années déjà. Les clients de ma formation ou de mes accompagnements pourront en témoigner. Donc c'est un sujet de fond qu'il faut à mon sens prendre en compte dans la construction de votre portefeuille. C'est un risque qui existe, qu'on peut gérer de manière passive, mais qu'il faut prendre à mon sens en compte puisque c'est un des scénarios possibles pour le futur, une perte de confiance dans les monnaies traditionnelles. Et enfin, reparlons de gestion active et de ce que j'appellerais l'approche Warren Buffett. Je suis abonné à certaines newsletters de mes confrères, dont certains font de la gestion active, et je suis frappé de voir qu'il y a une systématique. Toute personne sur Internet qui fait la promotion de la gestion active vous parle de Warren Buffett. C'est automatique, et s'inspire de l'approche de Warren Buffett. Sauf que pour moi, il y a plusieurs défauts à cela. Premièrement, Warren Buffett ne surperforme plus depuis au moins 20 ans. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans des vidéos dédiées. Donc c'est un fait. Warren Buffett ne surperforme plus depuis longtemps. Et ensuite,
on va le voir, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail, le type d'actions prônées par Warren Buffett en lui-même sont des actions qui ne surperforment plus depuis un bon moment également. Donc en fait, on a ce problème avec cette approche et pourtant, les fans de gestion active ne pointent jamais du doigt ces difficultés-là. On le voit par exemple dans cette newsletter où on nous parle du meilleur investisseur du monde, Warren Buffett, qui a acheté pour 1,6 milliard de dollars d'actions United Health Group. Est-ce que c'est le dernier gros coup de Warren Buffett ? Et en fait, c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça que je veux attirer votre attention là-dessus. On utilise Warren Buffett et on a l'impression que parce qu'on cite Warren Buffett, de toute façon, c'est pertinent. Non. 1,6 milliard de dollars d'actions, c'est beaucoup d'argent. Sauf que Berkshire Hathaway a un portefeuille de 250 milliards de dollars. Donc quand vous mettez 1,6 de 250, vous mettez 0,5% de votre portefeuille sur United Health Group. Donc ce n'est en rien un gros coup de Warren Buffett. C'est un placement parmi d'autres, il a un portefeuille diversifié, mais ce n'est pas un gros coup de Warren Buffett. Donc on a tendance à vous gonfler tout ce que fait Warren Buffett. Et en fait, ça va nous amener à quoi ? Eh bien, ça va nous amener vers des screeners pour savoir comment identifier les meilleures actions. C'est un screener qui s'appelle Alpha Finder. On revient avec Warren Buffett. Il a un dicton simple, le prix c'est ce que vous payez, la valeur c'est ce que vous obtenez. Pour Warren Buffett, connaître cette valeur intrinsèque d'une action reste la clé pour acheter au meilleur prix les actions. Donc vous avez besoin d'un screener qui vous dit quel est le vrai prix des actions pour pouvoir acheter les actions qui sont sous-valorisées. C'est ce qu'on appelle les actions value. D'accord ? C'est un type d'actions qui sont relativement bon marché par rapport à la performance financière de la société. Et donc, ce genre d'approche vous amène vers des screeners payants et vers des formations, des newsletters payantes. Sauf qu'on va avoir quelque chose qui m'interpelle pas mal, c'est qu'en fait, les actions value, elles sous-performent depuis 15 ans. On le voit ici si on compare la performance de l'ETF Monde en rouge avec un ETF World Value, donc c'est-à-dire uniquement les actions Monde qui respectent le critère value, c'est-à-dire être sous-valorisées par rapport à leur valeur estimée, eh bien en réalité on voit que les actions value elles sous-performent. Ici on a un graphique depuis 10 ans, mais en fait ça fait au moins 15 ans que ça dure. C'est juste que le graphique n'allait pas plus loin concernant ces deux actifs-là. Mais en fait, ça fait au moins 15 ans que ça dure. Ça vaut pour l'ETF Monde, mais ça vaut aussi pour les actions américaines, puisque tous ces gens s'inspirent beaucoup de Warren Buffett et vont, comme dans l'email qu'on a vu, vous proposer des actions américaines. Et donc, on voit que le MSCI USA, qui est un équivalent du S&P 500, surperforme très largement le MSCI USA Value. On est du simple au double sur les 8 dernières années en termes de performance. Donc en fait, moi je m'interroge très simplement. Déjà, on sait que la gestion active est très dure à faire. Vous vous inspirez de Warren Buffett qui surperforme plus depuis 20 ans. Vous vous intéressez à des transactions de Warren Buffett de 0,5% de son portefeuille. Et vous vous focalisez sur un groupe d'actions, les actions value, qui sous-performent depuis 15 ans. Mais malgré tout, vous continuez à vendre cette méthodologie à des particuliers qui n'ont pas le niveau de connaissance de Warren Buffett, et qui en plus vont les mettre sur des actions qui sous-performent depuis 15 ans. Ça ne veut pas dire que ça continuera à sous-performer, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même des années que je vois ce genre de services et de propositions de valeur vis-à-vis des particuliers, et j'ai quand même beaucoup de mal à penser que vous allez pouvoir surperformer, alors que vous êtes sur un panier d'actions qui sous-performe très visiblement un simple ETF global, monde, États-Unis, Europe, peu importe. Donc en fait, pour moi, la gestion active, malheureusement, elle est pleine de pièges, pleine de difficultés. Donc, soyez prudents. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Donc, la prochaine fois que vous voyez qu'on vous parle d'action value, rappelez-vous, ça fait 15 ans qu'elle sous-performe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, dans 2 semaines, une vidéo sur les monnaies, justement. Donc, on va indirectement reparler du Great Debasement. J'ai eu l'occasion d'avoir un invité qui s'y connaît très bien en création monétaire et dans les monnaies de manière générale. Donc on va revenir sur ce sujet-là, quelle est la valeur des monnaies, qu'est-ce qu'une monnaie forte, une monnaie faible, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.